Midi sonna. Une grande porte cochère, cachée sous un enfoncement, s'ouvrit brusquement. Une charrette, escortée d'espèces de soldats sales et honteux, en uniforme bleu, à épaulettes rouges et à bandoulière jaune, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'était la chiourme et les chaînes. Un moment après, voilà que 2 ou 3 portes basses vomirent presque en même temps, et comme par bouffées dans la cour, des nuées d'hommes hideux, hurlant et déguenillés. C'étaient les forçats. À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, furent salués d'acclamations et d'applaudissements qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot, et toujours d'une forme étrange, afin que dans les villes où l'on passerait, le chapeau fît remarquer la tête. Cela était plus applaudi encore. Un surtout excita des transports d'enthousiasme, un jeune homme de 17 ans qui avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot, où il était au secret depuis 8 jours. De sa botte de paille, il s'était fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds, et il entra dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. C'était un paladin condamné pour vol. Il y eut une rage de battements de mains et de cris de joie. Les galériens y répondaient, et c'était une chose effrayante que cet échange de gaieté entre les forçats en titre et les forçats aspirants. La société avait beau être là, représentée par les geôliers et les curieux épouvantés, le crime la narguait en face, et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille. Un gardien fit l'appel par ordre alphabétique. Et alors, ils sortirent un à un, et chaque forçat s'alla ranger debout dans un coin de la grande cour, près d'un compagnon donné par le hasard de sa lettre initiale. Ainsi, chacun se voit réduit à lui-même. Chacun porte sa chaîne pour soi, côte à côte avec un inconnu. Et si, par hasard, un forçat a un ami, la chaîne l'en sépare. Dernière des misères. Cependant, la pluie tombait à flots. On ne voyait plus dans la cour que les forçats nus et ruisselants sur le pavé noyé. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottaient, leurs dents claquaient,
leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s'entrechoquaient, et c'était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées. Un seul, un vieux, avait conservé quelque gaieté. Il se prit à rire en montrant le poing au ciel. On fit asseoir les galériens dans la boue. On leur essaya les colliers. Puis deux forgerons armés d'enclumes portatives les leur arrivèrent à froid à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau asséné sur l'enclume, appuyé à leur dos, fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant à l'arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. On apporta dans le préau un large baquet dans lequel on voyait nager je ne sais quelles herbes dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent, puis ayant mangé, ils se mirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit. Si je m'évadais, comme je courais à travers les champs, ha, ha. Non, il ne faudrait pas courir. Cela fait regarder et soupçonner. Au contraire, marcher lentement, tête levée, en chantant. Tâchez d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessin rouge. Cela déguise bien. Tous les maraîchers des environs en portent. Je sais, auprès d'Arcueil, un fourré d'arbres, à côté d'un marais, où étant au collège, je venais avec mes camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. La nuit tombée, je reprendrai ma course. J'irai à Vincennes
Non, la rivière m'empêcherait. J'irai à Arpajon. Il aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre. N'importe, j'arrive, allons jumeaux. Un gendarme passe. Il me demande mon passeport. Je suis perdu. Eh bien donc, ayons courage avec la mort. Prenons cette horrible idée à deux mains et considérons-la en face. Il me semble que dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des taches obscures, et qu'au lieu d'être, comme pour les yeux vivants, des paillettes d'or sur du velours gris, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or. Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres, et où je tomberai sans cesse en voyant les formes remuer dans l'ombre. Ou bien, en m'éveillant après le coup, je me trouverai peut-être sur quelque surface plane et humide, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule. Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera et que je serai heurté çà et là par d'autres têtes roulantes. Il y aura par place des marges et des ruisseaux d'un liquide inconnu et tiède. Tout sera noir. Quand mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en haut, ils ne verront qu'un ciel sombre dont les couches épaisses pèseront sur eux. Et au loin, dans le fond,
de grandes arches de fumée, plus noires que les ténèbres. Ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges qui, en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu. Et ce sera ainsi toute l'éternité. Il se peut bien aussi qu'à certaines dates, les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante, et je n'y manquerai pas. Il n'y aura pas de lune, il en parlera à voix basse. L'hôtel de ville sera là, avec sa façade vermoulue, son toit déchiqueté et son cadran qui aura été sans pitié pour tous. Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer où un démon exécutera un bourreau. Ce sera à 4 heures du matin. À notre tour, nous ferons foule autour. Il est probable que cela est ainsi. Mais si ces morts-là reviennent, sous quelle forme reviennent-ils? Que gardent-ils de leur corps incomplet et mutilé? Que choisissent-ils? Est-ce la tête? Est-ce le tronc qui est un spectre? Hélas! Qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? Quelle nature lui laisse-t-elle? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner? Où la met-elle? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer? Trois heures sonnaient. On est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé, comme si j'eusse pensé à autre chose. Depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois, ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont dit de m'asseoir. Je me suis assis. Il y avait aussi 3 hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. C'était lui.
C'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les deux autres étaient ses valets à lui. À peine assis, les deux autres se sont approchés de moi par derrière comme des chats. Puis, tout à coup, j'ai senti un froid d'acier. Mes cheveux coupés au hasard tombaient par mèches sur mes épaules et le bourreau les époussetait doucement avec sa grosse main. Un jeune homme près de la fenêtre a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. La toilette du condamné. J'ai compris que cela serait demain dans le journal. Tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste et l'autre a pris mes deux mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate, ma chemise de batiste l'a fait hésiter un moment, puis il s'est mis à en couper le col. À cette précaution horrible, au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressailli et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. Monsieur, pardon, est-ce que je vous ai fait mal? Ces bourreaux sont des hommes très doux. Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. Merci, c'est inutile, je me trouve bien. Alors, l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les deux pieds au moyen d'une corde fine et lâche qui ne me laissait à faire que de petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué les manches ensemble sous mon menton. Ce qu'il y avait à faire là était fait. Alors le prêtre s'est approché avec son crucifix. Allons, mon fils. Les valets m'ont pris sous les aisselles. Je me suis levé, j'ai marché. Mes pas étaient mous et fléchissaient, comme si j'avais eu 2 genoux à chaque jambe. En ce moment, la porte extérieure s'est ouverte à 2 battants. Une clameur furieuse et l'air froid et la lumière blanche ont fait irruption jusqu'à moi dans l'ombre.
C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait 3 pas et j'ai paru sur le seuil du guichet. C'était une charrette ordinaire, avec un cheval éthique et un charretier en sarrau bleu à dessin rouge, comme ceux du maraîcher des environs de Bicêtre. Le bourreau est monté le premier. Bonjour, monsieur Samson, criaient les enfants pendus à l'égrille. Un valet l'a suivi. Ils se sont assis tous deux sur la banquette de devant. C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme. Il va bien, a dit une femme. Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m'avait assis sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval. Ils mettent de l'humanité là-dedans. J'ai voulu regarder autour de moi. Gendarme devant, gendarme derrière, et puis de la foule, de la foule, et de la foule, une mer de tête sur la place. La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de la populace. Chapeau bas, chapeau bas, criaient 1000 bouches ensemble, comme pour le roi. Alors j'ai ri, moi, et j'ai dit au prêtre, les chapeaux, et moi la tête. Le quai aux fleurs embaumées, il y a des cabarets dont les entresols étaient
était plein de spectateurs, heureux de leur belle place. Surtout des femmes, la journée doit être bonne pour les cabaretiers. On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes, tout plié de spectateurs, des marchands de sang humain criaient à tue-tête qui veut des places, qui veut des places. Une rage m'a pris contre ce peuple qui veut la mienne. Regard s'est arrêté sur l'autre quai à une tour noire hérissée de sculptures, au sommet de laquelle je voyais deux monstres de pierre assis de profil. J'ai demandé au prêtre ce que c'était. Saint-Jacques la boucherie a répondu: le bourreau, l'horreur m'a pris. Alors je me suis étourdi moi-même pour être aveugle et pour être sourd à tout. J'ai pris le crucifix et je l'ai baisé. Ayez pitié de moi, oh mon Dieu. Tout à coup, je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements et mouillé la peau de ma tête. Vous tremblez de froid, mon fils. Oui, 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 oui. Toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous. Je ne distinguais plus les cris de pitié, des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit. Tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre. Une fois, l'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais. C'était une dernière bravade de l'intelligence, mais le
corps ne voulut pas. Ma nuque resta paralysée et d'avance comme morte. Et la populace riait et trépignait dans la boue. Et je me laissais aller comme un rêve, ceux qui sont endormis. Tout à coup, la voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse. La charrette s'est arrêtée et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. Courage, courage. Alors, on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette. Il m'a donné le bras, je suis descendu. Puis j'ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre. Et je n'ai pu. Entre les deux lanternes du quai, j'avais vu une chose sinistre. C'était la réalité. Une dernière déclaration à faire.